Eh bien, on me pose sans cesse des questions, ou plutôt ce ne sont même pas des questions, mais des remarques disant que personne n'est incarcéré, personne n'est jugé, rien ne se passe, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Que dit-on le plus souvent face à une nouvelle grosse escroquerie? Tous ceux-là vont s'en sortir, chez nous on enferme un et on relâche 100. Il n'y a personne là-bas. Chacun peut finir la phrase comme il veut, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler ainsi ou non. Du Minnesota, à qui le juge vient tout juste d'infliger une peine de prison ferme de 41 ans et 8 mois, soit 500 mois, et il a aussi dit « Je ne peux pas donner moins de 500 mois, le peuple ne comprendrait pas ». Et aussi de 143 millions de dollars de restitution, c'est-à-dire la somme qu'elle doit rendre à l'État. Autrement dit, elle ne rendra jamais une telle somme. Ils vont tout lui prendre, tout vendre aux enchères, et elle restera en prison jusqu'à un âge avancé si elle survit. Mais avant de vous raconter ce qu'elle a fait, je veux que vous compreniez pourquoi cela a pris autant d'années. Ce sont encore des affaires Covid, pourtant le Covid est fini depuis longtemps, mais les peines sont prononcées seulement maintenant. Pourquoi la justice américaine est-elle si lente? Et les pères fondateurs de l'Amérique craignaient l'État plus que les criminels. D'ailleurs, moi aussi. Beaucoup plus. Ils venaient en tout juste de se libérer de la couronne et savaient par expérience que le pouvoir pouvait arrêter quelqu'un et, disons, inventer un chef d'accusation à la volée, à partir de rien, n'est-ce pas? C'est plus effrayant qu'un voleur dans une ruelle. C'est pourquoi il y a la Déclaration des droits. Ils ont intégré la présomption d'innocence, le droit à un avocat, le droit à un procès. Vous savez que chez nous, en ce qui concerne les jurés, vous savez que chez nous, si vous n'avez pas d'argent et que vous faites une demande, on est obligé de vous fournir un avocat après avoir vérifié que vous n'avez vraiment pas d'argent. Si tu n'en as pas, on te fournira un avocat qui travaillera pour toi autant qu'il le faudra. Le procès devant un jury aussi, disons, si ton avocat dit « non », ça ne nous convient pas qu'une seule personne soit là à juger, parce que je soupçonne qu'il n'a pas les opinions qui nous plaisent, alors il peut demander un procès avec jury. Et on l'accordera oui. La protection contre les fouilles injustifiées. Imagine qu'un policier vienne vers toi et dise « Je veux fouiller ta voiture ». Tu lui dis « Mais qu'est-ce que tu racontes, Vassia? T'as un papier au moins? Tu l'as, hein ?» L'interdiction de la double poursuite signifie qu'on ne peut pas te juger 2 fois pour la même affaire, sauf s'il apparaît une preuve ou élément totalement nouveau qui contredit ce qui a déjà été présenté. Interdiction. Interdiction de l'auto-incrimination. Tu ne peux pas venir et dire « Oh, c'est moi qui ai fait ça », et qu'on te dise « Ah, d'accord », et qu'on t'enferme? Non. Non, il faut quand même passer par un procès et prouver que c'est bien toi qui as fait ça, même si tu as toi-même avoué. D'accord? Il y a un procureur, il doit convaincre. Donc le procureur doit convaincre 12 personnes tirées au hasard, et pas à 51%, mais de façon à ce qu'il ne leur reste aucun doute. S'il reste ne serait-ce qu'un seul doute, ils acquittent. C'est fait exprès, de façon compliquée, inconfortable, délibérément lente, délibérément coûteuse, parce que le prix d'une erreur dans l'autre sens, c'est d'emprisonner un innocent. Ça arrive quand même. Mais bon, nous sommes tous entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Mais néanmoins, pour une société libre, il est pire d'emprisonner un innocent que de relâcher un coupable. William Blackstone, un juriste anglais dont les conférences ont été lues par tous les pères fondateurs américains, l'a formulé ainsi. Il vaut mieux que 10 coupables soient relâchés. Plutôt qu'un seul innocent soit puni, eh bien vous pouvez compléter la phrase vous-même. Et voici le prix de cette protection. C'est justement cela, lent, coûteux, inconfortable. Maintenant, parlons de l'affaire dont je parle. L'organisation s'appelait Feeding Our Future, c'est-à-dire nourrir notre avenir, celui des enfants. En 2022, des accusations ont été portées. Ils ont mis du temps à rassembler les preuves. Enfin, les accusations ont été portées. Le procès contre la figure principale a duré 6 semaines. Les jurés ont délibéré seulement 5 heures. C'est très rapide. Pour des jurés, c'est vraiment rapide. Et ils ont rendu un verdict de culpabilité en mars 25. Et ce n'est que maintenant, en mai 26, que la sentence a été prononcée. Du premier mandat judiciaire jusqu'au prononcé de la peine, il s'est écoulé plus de 4 ans. Et cela est considéré comme rapide. Qui est donc Emily Bock, 45 ans, autour de qui tout ce scandale tourne, avec, tu sais, une perte de 250 millions de dollars. Elle dirigeait une organisation du Minnesota, donc disons, pas une entreprise créée dans le but, disons, de faire du profit. Une organisation à but non lucratif. Avec un nom qui prête un peu à sourire. Nourrissons notre avenir, n'est-ce pas? L'organisation était considérée comme un intermédiaire entre le programme fédéral d'alimentation scolaire et un réseau de partenaires à travers l'État. Pendant le Covid, le programme s'est brusquement étendu.
Il y avait beaucoup d'argent, mais peu de contrôle. Beaucoup d'argent, peu de contrôle, une très mauvaise recette. Boc a bâti tout un secteur, une vraie industrie. Quel talent, n'est-ce pas? Les partenaires déclaraient avoir nourri des milliers d'enfants, mais la plupart de ces enfants n'existaient que dans des tableaux Excel. Par contre, l'argent, lui, était bien réel. Pas d'enfants, mais de l'argent bien réel. Le montant total, comme je l'ai dit, c'est environ 250 millions de dollars. Le ministère de la Justice a officiellement qualifié cela de plus grande fraude liée au Covid, jamais réalisée dans une seule affaire. Il y a eu d'autres grands complots nationaux impliquant plusieurs personnes, mais ici, une seule a tout organisé. C'est notre plus grande affaire individuelle. Elle détient aussi un autre record chez nous. Qui d'autre est-il concerné? C'est là que cela devient intéressant. C'est pourquoi j'affirme qu'elle était liée au pouvoir. Ce n'est pas une supposition. Ce sont les documents de l'affaire et les auditions du comité de surveillance de la Chambre des représentants, du Congrès. Le ministère de l'Éducation du Minnesota, c'est l'État du Minnesota, a reçu pendant son activité, ils ont là-bas, des personnes qui vérifient, qu'ils appellent, pour une raison quelconque, des commissaires, donc 30 plaintes concernant cette organisation. Et ils n'ont effectué qu'un seul contrôle. Je répète. Le ministère de l'Éducation du Minnesota a reçu de la part de ses propres contrôleurs, qu'il a lui-même nommés, 30 plaintes. Et ils n'ont effectué qu'un seul contrôle. Lorsque finalement ils ont suspendu les paiements, l'administration du gouverneur, tout à coup, sans raison apparente, les a rétablis volontairement, sans décision de justice. Waltz dira plus tard, directement à la caméra, oui, que, soi-disant, le tribunal l'y a forcé. Voilà, c'est juste le tribunal qui l'a forcé. Et le juge qui s'en occupait dit que c'est complètement faux, absolument. Ensuite, il a rédigé un communiqué officiel. Personne n'a forcé qui que ce soit. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Vous croyez que je suis tombé sur la tête ou que je me suis cogné la tête contre le sol? Ensuite, le procureur général de l'État, Keith Ellison. C'est un vrai escroc. Voilà, ils l'ont élu procureur général. Donc il y a des élections là-bas. Il était déjà connu comme un salaud absolument incroyable, un voleur, une créature ignoble. Mais ils l'ont élu parce qu'ils l'aiment non seulement pour ça. Dans les documents de l'affaire, il y a un enregistrement audio où une personne liée à tout ce schéma, oui, propose un don pour la campagne d'Ellison. En échange de, vous nous débloquez le financement et nous, on vous envoie de l'argent. Et Ellison nie tout et dit que, elle fait le tour des médias pour rejeter la faute. Ce n'était pas du tout Dieu qui parlait, il y a juste un enregistrement audio. L'un de ces voleurs venus le voir a tout enregistré, au cas où, alors qu'ils avaient tous juré de ne rien enregistrer. Maintenant, ils ont aussi leur célèbre, que vous connaissez déjà, la représentante Ilhan Omar, c'est la Somalie. La Somalie. Selon les enquêtes, elle a reçu des dons de la part de plusieurs accusés dans l'affaire Feeding Our Future. Boc elle-même a déclaré dans une interview que les dirigeants politiques surveillaient la façon dont le ministère de l'Éducation traitait Feeding Our Future et ils n'ont pas caché qu'ils utilisaient cette organisation pour. Et elle-même disait « Oui, bien sûr, nous faisions pression sur les bureaucrates qui essayaient d'arrêter la combine et nous faisions pression par l'intermédiaire de la direction. Donc pourquoi la direction ? Pour une raison quelconque, il fallait que cette combine continue à fonctionner. » Dans son cercle proche, il y a donc cette même Boc, c'est-à-dire le maire de Minneapolis qui s'appelle Jacob Frey, un homme très intéressant. Donc il y a environ 6 ans, là-bas, ils ont tué, un homme noir est mort, c'était un bandit, disons, il avait pris du fentanyl. Il est ainsi mort entre les mains d'un policier tentant de l'arrêter alors qu'il se débattait et que l'agent le maintenait. Et donc ils ont annoncé qu'un policier blanc avait tué un homme noir. Ce Jacob Frey-là, eux, les démocrates, ont collecté de l'argent pour faire un cercueil en or. Ils ont fabriqué un cercueil en or pour ce bandit. C'est un bandit, il est assez connu. La dernière fois, il a été condamné parce qu'il a menacé une femme enceinte avec un couteau, il a mis le couteau sur son ventre et a dit que si elle ne donnait pas son portefeuille, il poignarderait son bébé dans le ventre. Un homme bien, n'est-ce pas? Voilà, voilà lui, Floyd, voilà ce Jacob Frey. Il marchait derrière le cercueil, tenant le cercueil de la main droite, la main gauche en bas, la tête baissée, et il sanglotait. Et il était secoué de sanglots pour ce salaud, parce qu'il avait été tué par la police. C'était bien les policiers de la ville, non? D'accord. De plus, un sénateur de l'État est aussi impliqué.
C'est-à-dire qu'ils ont aussi de là-bas, donc de Somalie, il me semble, donc Omar Fateh. Bon, il vient peut-être de là-bas, peut-être d'autres régions musulmanes, mais il est clair que c'est de là, non? Le comité de surveillance de la Chambre des représentants l'écrit noir sur blanc dans son rapport. Le gouverneur Waltz et donc le procureur général Ellison ont menti sur leur connaissance de la fraude. Et en plus, ils ont réduit au silence les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le titre du communiqué de presse officiel du Congrès. Autrement dit, l'argent a été distribué pendant le Covid. Ce ne sont pas des escrocs qui ont trompé un pouvoir naïf, non. L'argent a été distribué avec, disons-le franchement, une complaisance intéressée. Et les signaux d'alarme, les alertes venant de leurs propres employés, ils les ont mis de côté, cachés, ignorés, je ne sais pas comment vous le diriez. Maintenant donc, le parquet a requis 50 ans de prison pour Bock. L'avocat de Bock a dit « Oui, elle est bien sûr coupable de certaines choses, mais pas à ce point-là. Proposons de la condamner à 3 ans, dont elle a déjà purgé 1 an, quelque chose comme ça, c'est ce qui est suggéré. » La juge donc, Nancy Brazel, après avoir écouté les deux parties, a dit que moins de 500 mois ne serait pas juste envers les citoyens du Minnesota, qu'elle a qualifiés de victimes, comme je vous l'ai déjà dit. Eh bien, si je comprends bien, elle a additionné une chose à une autre, a calculé quelque chose, a hésité, et 500 mois, ça fait 41 ans et 8 mois. Maintenant, bien sûr, la question suivante se pose. Et ensuite, eh bien maintenant, voici l'essentiel. Dans toute cette affaire Feeding Our Future, c'est-à-dire nourrir notre avenir, 79 personnes ont été inculpées. Ce ne sont pas des gens qui transportèrent des caisses, réparèrent des portes ou nettoyèrent des toilettes. Non, ce sont ceux qui ont participé au vol. 65 ont été reconnus coupables ou ont plaidé coupables. 16 ont déjà été condamnés et 49 attendent leur tour. Le prochain à être condamné sera le copropriétaire de la chaîne de restaurants appelée Empire Cuisine, Abdaziz Farah. Il a déjà écopé de 28 ans, donc nous verrons la suite. Eh bien, cela signifie que pour elle, le plus important, c'est qu'on lui a collé presque 50 ans, et lui, 28. Donc c'est pas mal, non? C'est-à-dire une machine qui démarre lentement, roule longtemps et, en fait, écrase tout sur son passage. Dieu est le premier. Le gros domino, ce Farah, c'est le deuxième. Après lui et après eux, ceux qui sont plus petits vont tomber aussi. Mais ils iront tous en prison. Ils iront en prison. Et ensuite, eh bien, cela dépendra de la volonté du ministère de la Justice. Il y aura des questions pour ceux qui ne savaient rien. Déjà, le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, a dit que nous aurons la volonté de le faire. Eh bien, nous verrons. Aux fonctionnaires du ministère de l'Éducation de l'État, qui ont reçu 30 plaintes et n'ont mené qu'une seule enquête, aux membres du cabinet du gouverneur qui ont décidé de reprendre les paiements, à ceux qui ont reçu des contributions politiques des accusés. Et il continuait à appeler cela un travail normal avec la communauté. Aujourd'hui, j'ai regardé une séance du Congrès, cette fois du Sénat, où ils interrogeaient une femme, la première à avoir signalé qu'il y avait un problème, et elle en a informé sa hiérarchie. Après cela, elle a été poursuivie en justice pour racisme ou quelque chose comme ça, mais ils ne pouvaient pas la renvoyer. Elle a immédiatement intenté un procès en retour, donc il ne devrait pas la renvoyer, une demande reconventionnelle, comme on dit, n'est-ce pas, mais tous les 6 mois, on l'a déplacée d'un poste à un autre. Maintenant, elle dit « J'ai, dit-elle, 9 ans d'études universitaires, c'est-à-dire qu'elle a un doctorat. Je fais, dit-elle, un travail où je suis assise au guichet, on m'apporte des arrêtés et d'autres documents, et je dois les corriger sur le plan grammatical. Et on me paie un salaire correct pour cette grammaire, dit-elle, mais bien sûr j'aimerais faire mon vrai métier. » Et elle a dit quelque chose aujourd'hui, je crois, qui m'a fait, même si je suis habitué à tout, hérisser tous les poils qui me restent. Je vais vous le dire franchement, je ne sais pas si ça arrivera vraiment à ceux à qui il faut, hein ? Peut-être pas, parce que la protection des gens qui sont vraiment proches du pouvoir est bien plus solide que celle de tous les autres. Des directeurs là-bas, d'entreprises rentables et non rentables. Mais je veux que vous reteniez une chose après cette histoire. La prochaine fois qu'on vous dit « chez eux on ne met jamais personne en prison », demandez « préférez-vous un pays où le pouvoir emprisonne vite ?» où il n'est pas nécessaire de convaincre 12 jurés hors de tout doute raisonnable, où l'on peut arrêter quelqu'un en une soirée, inventer une accusation et l'emprisonner des années. Vous savez, de tels pays existent. Mais il y a un détail intéressant. Les gens fuient ces pays.
je veux dire ceux où l'on peut être arrêté en une soirée sur simple appel, vers les pays où il faut passer par un procès devant un jury, ce qui demande beaucoup de temps et d'efforts. Pour une raison quelconque, il fuit dans ce sens et non dans l'autre. Donc, cela signifie qu'Amy Bock a de l'avenir, non? Je pense qu'elle écrira ses mémoires, à moins qu'on ne la tue en prison, évidemment. Elle a beaucoup de temps devant elle pour réfléchir. Tout ce qui lui reste en tant que propriété sera confisqué et vendu. Tout sera également confisqué et vendu pour tous ceux qui ont été jugés et reconnus coupables. Bien sûr, ils n'arriveront jamais à récupérer les 250 millions comme on dit, parce qu'une partie a été perdue, une autre a servi à des pots de vin ou à d'autres choses, une partie a été dépensée, gaspillée, et une autre, comme nous l'apprenons maintenant, a été envoyée en Somalie. Mais au moins une partie pourra être récupérée et rendue aux contribuables. C'est-à-dire la rendre à la caisse, je ne sais pas si c'est la caisse fédérale ou celle de l'État, mais la rendre à la caisse et commencer à l'utiliser comme il se doit. Et j'espère vraiment que ceux qui sont au pouvoir, aussi bien les exécutants que les principaux responsables, finiront quand même par être traduits en justice. Et j'espère vraiment qu'ils seront condamnés à de longues peines, parce que si elle, l'exécutante, qui ne faisait rien devant nous, qui ne faisait que tromper, prend 47 ans, alors eux devraient en prendre au moins 114 ans. Bon, d'accord, on verra. Si on les coince, alors peut-être que nous récupérerons ce qui nous a été volé. Au revoir, c'est tout pour aujourd'hui.